Et justement, on va parler de ces 100 premiers jours de Trump au pouvoir, vus des États-Unis et du Canada. C'est tout de suite dans le grand angle du 64 minutes. Avec deux invités en duplex avec nous. D'abord Elisabeth Guedel qui est à New York, elle est notre correspondante aux États-Unis. Et puis Julien Toureil, vous voyez, il est à Montréal. Julien Toureil qui est chercheur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de la politique américaine, des relations stratégiques et diplomatiques. Vous avez d'ailleurs écrit de nombreux livres, notamment sur la politique étrangère américaine. Et vous dirigez aussi le Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Alors avant de faire avec vous le bilan de ce début de présidence Trump, je vous propose d'abord de regarder cette déclaration du président américain. C'était hier soir en Pennsylvanie. Donald Trump a pris la parole devant ses partisans. On l'écoute. Mes 100 premiers jours ont été palpitants et très productifs. Il n'y a aucun autre endroit que la Pennsylvanie où je souhaiterais célébrer notre étape de 100 jours qui reflète un incroyable voyage et nous prépare à de grandes batailles à venir, et nous les gagnerons dans tous les cas. Nous les gagnerons. Alors on a vu Donald Trump content de lui. Elisabeth Guedel, où en est la popularité réelle de Donald Trump après 100 jours de pouvoir? De mauvais sondages, mais une base électorale qui lui reste fidèle? Oui, écoutez, Donald Trump était le candidat républicain à la présidentielle le plus impopulaire de l'histoire des États-Unis. Et il est aujourd'hui le plus impopulaire des présidents américains en début de mandat. Il a environ à 40% d'opinion favorable. Pour se faire une idée, à titre de comparaison, George W. Bush était à plus de 60% d'avis favorables et Barack Obama à plus de 70% après 100 jours passés à la Maison-Blanche. Donc, toujours très impopulaire, Donald Trump. Les électeurs républicains, eux, le soutiennent toujours. 8 électeurs sur 10 à peu près disent qu'ils ne regrettent pas leur vote. Et plus important encore, sa base électorale, comme vous l'avez dit, eh bien, elle le soutient complètement. Ce sont des gens, des électeurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de voter avant, qui n'appartiennent pas toujours à un parti à gauche comme à droite. Et eux, à 96%, selon le Washington Post, ne regrettent pas leur vote. Ils seraient même prêts à voter à nouveau pour Donald Trump aujourd'hui. Ils estiment que 100 jours, c'est trop court pour juger leur président. Et ils estiment que Donald Trump agit, mais le système, l'opposition démocrate et l'establishment de Washington, l'establishment républicain, eh bien, l'empêche d'agir comme il le veut. Justement, à propos des républicains, Donald Trump a été élu sous l'étiquette républicaine, mais est-ce que ce parti républicain le soutient toujours ? Écoutez, c'était un parti qui était très divisé, on le sait, sur la candidature Trump pendant la campagne. Il reste très divisé et on le voit au Congrès. Les ultra-conservateurs du parti ont empêché l'adoption d'une réforme sur l'assurance maladie qui devait remplacer l'Obamacare. Et puis les républicains modérés, comme les démocrates, eh bien, refusent toujours de débloquer une enveloppe au Congrès pour financer la construction du mur à la frontière avec le Mexique. C'était quand même deux grandes promesses de campagne. Donc un parti républicain toujours divisé. Et ça va être de pire en pire au fil des mois, puisqu'on va s'approcher de la campagne pour les élections de mi-mandat. Ce sera en novembre de l'année prochaine. Et là, les républicains qui cherchent à se faire réélire à l'échelle locale ou pour le Congrès américain vont s'éloigner un peu plus de Donald Trump si la popularité, l'impopularité, pourrait-on dire, du président américain les embarrasse. Un mot encore, Elisabeth, on a vu ces manifestations à Washington, dans d'autres villes du pays. Est-ce que la mobilisation reste forte contre Donald Trump, la presse notamment, les humoristes, on le sait aussi, les intellectuels d'une manière générale ? Oui, il y a des voix qui se font de plus en plus entendre, les intellectuels, vous l'avez dit, mais c'est surtout à l'échelle locale. On voit les municipalités de plus en plus se déclarer ville sanctuaire, c'est-à-dire qu'elles refusent de collaborer avec l'État fédéral pour dénoncer les immigrés illégaux. Les gens, à l'échelle locale, se mobilisent pour résister, comme ils disent, donc s'investissent plus dans la vie de leur ville. Et puis ces manifestations, vous l'avez dit, à New York ici, c'est presque toutes les semaines, hein, devant la Trump Tower, devant les immeubles et les hôtels
clientèle du groupe Trump. Et puis à Washington, vous l'avez également mentionné, c'est rare dans la capitale fédérale. On l'a vu au lendemain avec cette grande marche des femmes au lendemain de l'investiture. Et puis encore hier, donc pour le climat, il y a une forte mobilisation aux États-Unis pour dénoncer la politique de Donald Trump. Alors Elisabeth, bien sûr, vous restez avec nous à New York, mais on va maintenant se diriger vers Montréal. On va retrouver donc Julien Toureil. Les relations, on le sait, sont compliquées entre les États-Unis et de Donald Trump et le Canada de Justin Trudeau. Julien Toureil, est-ce que Trump fait la une de l'actualité au Canada ? C'est sûr que c'est un président qu'on suit très attentivement tant il suscite la controverse d'une part, mais aussi l'inquiétude quant à la nature des relations qu'il veut entretenir avec le voisin au nord de la frontière. Alors on n'a pas le même type d'inquiétude qu'on peut avoir à Mexico sur l'opposition par exemple à l'immigration. On n'a pas d'idée à l'heure actuelle de construire un mur entre les États-Unis et le Canada, mais ce qui préoccupe c'est la politique commerciale et les mesures protectionnistes que l'administration Trump pourrait être amenée à prendre. La plus importante de ces mesures protectionnistes serait une remise en cause pure et simple de l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, mais on voit déjà, sans une remise en cause pure et simple de cet accord-là, des mesures qui ont été prises au cours des derniers jours, à la grande surprise finalement du gouvernement fédéral canadien à Ottawa, notamment l'imposition de nouveaux droits de douane sur le bois d'œuvre canadien, pour lequel le débouché du marché américain est essentiel. Alors on le sait, vous l'avez dit que Donald Trump veut supprimer ou en tout cas renégocier ce traité, cet accord de libre-échange. Est-ce que cet accord est si favorable que ça aux entreprises canadiennes ? Alors ça a complètement changé depuis qu'il est en vigueur au milieu des années 90, l'économie canadienne, mais plus largement l'économie nord-américaine qui est devenue particulièrement intégrée. C'est un débouché essentiel pour les entreprises, les acteurs économiques canadiens. Il ne faut pas oublier que 3/4 des exportations du Canada ont pour destination le marché américain, aux alentours donc de 75%. C'est peut-être un petit peu moins dans le cas du Québec, mais on est dans des seuils aux alentours de 70%. Et il y a aussi, du point de vue américain, une importance capitale liée à cette ALENA-là. On sait qu'à peu près 9 millions d'emplois aux États-Unis dépendent des échanges autant avec le Canada qu'avec le Mexique. 35 des 50 États américains ont comme premier partenaire commercial ou second, c'est selon le Canada. Et encore plus significatif, les chaînes de production des entreprises américaines, notamment dans le secteur automobile, sont particulièrement intégrées de part et d'autre de la frontière. Donc pour Donald Trump, mettre en cause ou remettre en cause cet accord de libre-échange, c'est non seulement s'attaquer à un éventuel concurrent économique qui n'aurait pas des pratiques tout à fait loyales, comme il le dit souvent à ses partenaires, mais c'est réellement remettre en cause le mode de fonctionnement de grandes entreprises américaines dans le secteur automobile. On peut évidemment penser à General Motors ou Ford, qui, elles, dépendent de l'ouverture des frontières entre les deux pays et qui ne manqueront pas, on peut assez peu en douter finalement, de rappeler à l'ordre le président Trump contre toute velléité de remettre profondément en question cet accord de libre-échange. Oui, un accord d'ailleurs dont le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ne veut pas entendre parler. Il veut conserver, lui, l'accord de libre-échange. C'est un défenseur du libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Oui, de même que le président mexicain ne veut pas remettre en cause l'ALENA. Alors cette semaine, on sait que le président Trump, notamment mercredi, a laissé entendre qu'il était prêt à quitter unilatéralement l'ALENA. D'ailleurs, un projet de décret a circulé. Il était prêt, semble-t-il, à le signer jusqu'à ce que le président mexicain et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, l'appellent quelque peu paniqué pour le dissuader d'aller de l'avant. On sait aussi qu'au sein de l'administration Trump, il y a des voix très divergentes sur les mesures à prendre en matière de libre-échange ou de protectionnisme. On sait que dans le cas des protectionnistes, il y a son fameux conseiller Stephen Bannon qui est plutôt favorable à un nationalisme économique, à la remise en cause des accords de libre-échange. Mais il y a aussi au sein de cette administration les secrétaires au commerce, le secrétaire à l'agriculture qui ont fait énormément pression en milieu de semaine pour dissuader Donald Trump d'aller de l'avant. Alors
Alors on peut voir dans ces gestes de Donald Trump assez belliqueux finalement d'un point de vue commercial une stratégie de négociation, puisque pour éviter que Trump retire unilatéralement les États-Unis de l'ALENA, autant le président mexicain que le Premier ministre canadien ont accepté d'ouvrir assez rapidement un processus de renégociation de l'ALENA, processus qui, il convient de souligner, avait déjà été enclenché à l'époque de Barack Obama. Alors, Julien Touraine, on va quitter le domaine strictement du commerce pour faire un petit peu un zoom arrière sur ces 100 premiers jours de pouvoir de Donald Trump. Il y a eu beaucoup de revers en interne. Hein. Il y a eu des décrets qui ont été retoqués par la justice ou même parfois par le Congrès. Comment vous jugez cette politique de Donald Trump? C'est de la naïveté, c'est de l'impréparation par rapport au pouvoir. Comment vous jugez ces 100 premiers jours? Alors, il a lui-même exprimé cette semaine dans une entrevue à Reuters qu'il ne s'attendait pas à ce que la tâche de président soit aussi délicate. Ces 100 premiers jours sont incontestablement marqués par l'échec. Il a beau exprimer le contraire et revigorer sa base électorale comme il l'a fait hier, et il n'en demeure pas moins que ces grands projets qu'il avait promis de réaliser dans les 100 premiers jours, notamment l'abrogation d'Obamacare, notamment la réforme fiscale, notamment l'imposition d'une politique de lutte contre l'immigration illégale beaucoup plus sévère avec la construction de ce mur donc avec le Mexique. Toutes ces politiques-là, toutes ces mesures ont été stoppées, que ce soit à cause de l'insatisfaction ou de la non-adhésion des républicains au Congrès dans le cas d'Obamacare spécifiquement, ou que ce soit par le biais de l'opposition des tribunaux, notamment dans le cas des fameux décrets migratoires. Donc d'un point de vue de politique intérieure, les 100 premiers jours sont largement décevants et on pourrait dire que Donald Trump n'a pas livré la marchandise auprès de sa base électorale, même si celui-ci lui reste assez largement fidèle. En matière de politique étrangère, par contre, il y a quelques petits points positifs qu'on peut quand même y attribuer, où on sent que le président non seulement a peut-être appris de la complexité des enjeux internationaux, mais surtout, il est aidé par des personnes expérimentées comme le conseiller à la sécurité nationale, H.R. McMaster, ou le secrétaire à la défense, James Mattis. On a vu qu'il avait changé de cap assez souvent, hein, que ce soit sur la Chine, la Russie ou sur l'OTAN. On peut dire que c'est une forme de réalisme politique ou c'est simplement de l'opportunisme? Alors c'est probablement plus un ajustement par rapport aux réalités des relations internationales qu'entretiennent les États-Unis. Lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, c'est vrai qu'il a suscité une crainte par sa volonté de remettre en cause cet ordre international libéral bâti par les États-Unis depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a suscité l'incompréhension et l'inquiétude chez les alliés, autant en Europe, lorsqu'il a remis en question en effet l'OTAN qu'en Amérique du Nord. On l'a assez abondamment évoqué avec le Canada et le Mexique. Mais il y a d'autres dossiers un petit peu plus compliqués sur lesquels il avait adopté une position très dure, notamment de remise en cause de la politique d'Obama, sur lesquels il y a des ajustements et on peut penser plus spécifiquement au dossier du nucléaire iranien. Il avait qualifié l'accord de juillet 2015 signé par Obama et le groupe des 5 comme le pire de l'histoire. Il était il souhaitait le remettre en question et le dénoncer. Or, on constate depuis quelques jours qu'au sein de l'administration Trump, on reconnaît, peut-être à contre-cœur finalement, mais on reconnaît tout de même que Téhéran remplit sa part de cet accord-là et respecte ses engagements. Merci Julien Touraille, donc en direct de Marseille. On va dire au revoir aussi à Elisabeth Guedel qui est restée avec nous malheureusement. À Montréal, pardon, et on va dire au revoir bien sûr à Elisabeth Guedel à New York. Et je dois encore signaler à propos de Donald Trump et à propos de ces 100 jours de Donald Trump au pouvoir que TV5 Monde va diffuser à partir d'aujourd'hui, dans les prochains jours, sur les différents signaux de TV5 Monde, un documentaire de Radio-Canada, justement, Donald Trump, 100 jours à la présidence, réalisé par Richard Desjardins. C'est bien sûr un documentaire consacré aux premières décisions de Trump et aux réactions dans le monde. C'est à voir donc sur TV5 Monde. Merci à tous les deux.